Tout pour investir, le déchiffrage. On déchiffre l'actualité économique comme tous les lundis avec Gustave Sondagne, le cofondateur de Colbert. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Et Mathias Bacchino de Trade Republic qui est à distance. Hello Mathias. Bonjour. Bon, on est au mois de mai, donc j'ai envie qu'on commence par ce bon vieil adage de « en mai, fais ce qu'il te plaît ». On se demande si cet adage est d'actualité en 2025. Mathias, votre regard de vieil investisseur. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, on entend plutôt dire sell in May and go away, c'est-à-dire vend en mai et ne revient plus tout de suite sur les marchés, puisqu'historiquement, la période de mai à octobre, en termes de rendement, est inférieure statistiquement aux autres mois de l'année, aux mois hivernaux. Mais là, tout de suite, après le mois d'avril extrêmement volatile qu'on a vécu et qui se termine bien, puisque le S&P 500 est au même niveau aujourd'hui qu'au début du mois d'avril, donc le crack a été complètement annulé, entre guillemets, on a plutôt envie de se dire que l'optimisme revient, que l'appétit pour le risque, comme on dit sur les marchés, est en train de revenir, et que la situation, de manière générale, semble s'améliorer. Si on prend les données économiques, la croissance en Europe est plutôt supérieure aux attentes ces derniers temps, ce qui est positif. On a un regard évidemment très attentif sur le plan d'investissement allemand, sans lequel la croissance ne sera pas tout à fait la même en Europe dans les mois qui viennent. Du côté des États-Unis, le marché de l'emploi est plutôt solide, le consommateur a tenu bon, et même si la croissance a été négative au premier trimestre du fait de facteurs plutôt techniques, on a quand même des résultats d'entreprise, eux, qui ont été plutôt bien perçus de manière générale. Donc, si on regarde le tableau objectivement, la situation entre les États-Unis et la Chine est le point clé à regarder et il va plutôt dans la bonne direction puisqu'on serait au début d'un embryon de négociation possible. Oui. On a évidemment ensuite la Fed, la Banque centrale américaine, qui va se réunir mercredi. Elle va probablement pas baisser les taux tout de suite, mais elle est sous pression pour les baisser dans un mois. Donc c'est plutôt positif pour l'économie américaine si la Fed baisse ses taux dans un mois. Le discours de mercredi sera très important. Et du côté de l'Europe, pour l'instant, ça tient bon. Et l'une des clés, c'est effectivement ce plan d'investissement allemand qu'on va suivre de près. Donc, tant que on n'a pas de nouvelles dégradations massives de la relation entre la Chine et les États-Unis, tant qu'on n'a pas de nouvelles explosions à la hausse des tarifs douaniers, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour le moment. Et les marchés ont d'ailleurs repris 3% la semaine dernière. En ligne avec ce qu'on pourrait attendre d'une période qui est une période de sortie de cycle de taux élevés tout simplement. Et dans ces périodes-là, la question clé, in fine, si on oublie le bruit de la guerre commerciale, la question clé, c'est comment les banques centrales accompagnent, du point de vue de la croissance, cette sortie d'une période de taux d'intérêt élevés. En Europe, il semblerait que ça ait été bien géré par la BCE, et on a tellement l'habitude de lui taper dessus que quand le boulot est bien fait, je crois qu'il faut le dire aussi. Et aux États-Unis, le jeu de rôle entre Donald Trump et Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, est plutôt calmé et il est fort probable que la Fed, dans un mois, baisse ses taux pour soutenir la croissance américaine. Donc, à ce stade, je vois pas de raison de paniquer et ravi d'être contredit, évidemment. Alors, l'adage boursier, c'est quoi? C'est en mai, fais ce qu'il te plaît ou sell in May and go away, Gustave? Je crois qu'en mai, fais ce qu'il te plaît, c'est plus météo que boursier à la base. Mais effectivement, sell in May, ça paraît plus boursier que météorologique. Là, il y a Ceci dit, vous savez qu'à la base, c'est quand même un adage qui est lié à la météo. Parce que c'est Julien Nebenzal qui nous a expliqué ça déjà l'année dernière. Sell in May and go away, c'était littéralement ce que les courtiers et les opérateurs boursiers londoniens faisaient, parce que le mois de mai devenait absolument étouffant du côté de Londres, parce que Londres est une cuvette, ou en tout cas était très étouffant, et donc on soldait ses positions, et puis on partait effectivement se mettre au frais, au bord de la Manche, ou je ne sais où, de manière côtière, en Angleterre. Comme quoi, à l'origine, c'est ça. Comme quoi, la météo peut dicter aussi nos investissements. Bon, là, il y a un léger rebond. On reste quand même en vrai négatif sur l'année, moins 15. Donc, on ne peut pas parler non plus de quelque chose de trop optimiste. On est en fait en trêve sur les tarifs. En trêve aussi, il y a eu cette petite trêve sur le conflit russo-ukrainien. Donc, c'est un peu une période de trêve, de respiration. Je pense que toutes les incertitudes, malheureusement, sont toujours devant nous. Donc, vous donnez une direction très précise.
ça serait un petit peu présomptueux de mon point de vue, mais force est de constater que dès qu'il y a une petite respiration, eh bien, il y a une reprise sur les marchés, et ça, on l'a constaté. Donc, on voit que les capitaux sont là, on voit que les investisseurs sont là, on cherche juste à se rassurer, et dès qu'on est rassuré, effectivement, on voit une vraie reprise et un vrai rebond sur les marchés, mais une tendance ou une direction claire, là, pas encore. Donc, à mon avis, l'indicateur du premier trimestre sera toujours le bon indicateur à suivre au deuxième, c'est-à-dire ce VIX, cet indicateur de la peur, cet indice de la volatilité, qui, de mon point de vue, est vraiment notre baromètre sur ce début d'année et qui, finalement, est le seul à mesurer les incertitudes liées par les multiples déclarations du président américain qui meublent toutes nos conversations. Le VIX qui évolue autour de 22. En tout cas, la bourse de Paris ce matin qui marque une petite pause. On imagine avant, évidemment, cette réunion de la Fed autour des 7732 points. Contrariant, nous aurons de ce côté-ci Thomas Veillet qui nous dira que lui, il voit plutôt des mauvais chiffres du côté de ce qui a été publié la semaine dernière. Mais contrariant aussi peut-être. Et Cathie Wood, l'investisseuse qui, en tout cas, prend des positions à contre-courant. Vous vouliez revenir dessus ce matin, Gustave. Ouais. En fait, en l'espace de 24 heures, j'ai vu deux personnalités qui sont plutôt contrariantes habituellement, mais avoir un peu le même discours qui dénote un petit peu de l'approche systématiquement de diversification qu'on voit notamment avec les ETF. Et c'est vrai que même Warren Buffett, dont on parlera peut-être plus tard tout à l'heure, le disait, la diversification et la manière dont il gère son portefeuille, c'est pour rester riche, pas pour le devenir. Et pour devenir riche, c'est pas toujours la même méthodologie. Pour devenir riche, il faut prendre un risque concentré. La meilleure manière de le voir, ce risque concentré, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est mettre toute son énergie, une grosse partie de son capital dans une seule entreprise qu'on va contrôler. Et donc, on va maximiser en fait, sa part de capital et donc son gain potentiel. La manière de retransposer ça en bourse le plus fidèlement, c'est finalement d'avoir un portefeuille qui est l'inverse de diversifié, c'est-à-dire qui est concentré. Donc évidemment, comme dans l'entrepreneuriat, plus vous êtes concentré, plus vous avez de risques, mais plus vous avez de risques, plus vous avez une espérance de gain élevée. Et donc elle dit, si vous avez 10K et que vous êtes jeune, prenez beaucoup de risques. Vous avez 10 000 € ou 10 000 $. 10 000 $, c'était la question qui lui était posée sur Bloomberg. Effectivement, prenez beaucoup de risques. Ensuite, ayez des convictions. Ça, je pense que c'est un point important. D'ailleurs, qu'on a entendu dire il n'y a pas si longtemps par un économiste qui s'appelle Wilfried Galland, qui disait investissez dans ce que vous aimez ou ce que vous comprenez. Et c'est vrai que quand on investit dans quelque chose qu'on aime bien ou qu'on comprend, on a tendance à pouvoir maintenir sa position parce qu'on y croit vraiment. Donc, ayez des vraies convictions. Faites le job. Elle le précise quand même dans son discours volontairement impertinent. Et soyez ouverts d'esprit, c'est-à-dire aller au-delà des sentiers battus et du S&P 500. Ce qui était devenu quasiment impossible sur ces 4 dernières années, tant la performance était élevée. Et là, elle dit, il y a quand même vraiment une grosse réserve de valeur à aller chercher ailleurs. Donc, allez-y, ouvrez les yeux. Et je le rappelle, Cathie Wood, c'est un gérant assez polémique, mais qui avait été quand même le fonds le plus performant de tous les fonds à plus d'1 milliard de dollars en 2020. C'est la PDG d'Ark Invest. Exactement. Donc, elle tient ce record. Maintenant, sur le très long terme, pour ses contradicteurs, elle sous-performe quand même le S&P 500. Qu'est-ce que Cathie Wood et Warren Buffett pensent de la saison des résultats? Mathias, si on fait un petit bilan, vous nous dites que peut-être il faut arrêter de parler des 7 magnifiques et s'arrêter aux 4 magnifiques. Oui, parce que là, on a eu clairement des gagnants et des perdants. Alors, bien sûr, l'entreprise la plus importante actuellement, c'est-à-dire Nvidia, n'a pas encore publié et publiera le 28 mai, je crois. Mais du côté des autres, on a clairement des gagnants et des perdants. Tesla, on en a parlé, résultat catastrophique au premier trimestre. Amazon, très impacté évidemment par la crise actuelle. Et Apple, qui peine trimestre après trimestre à redonner confiance aux analystes et aux investisseurs, qui a été assez clairement sanctionné. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez eu Alphabet et Meta, les deux champions de la publicité en ligne, qui ont été très performants au premier trimestre 2025, et Microsoft qui a repris la médaille, entre guillemets, de l'entreprise capitalisée à Apple. En France, on a eu des gagnants très clairs, je pense à Airbus par exemple, des perdants aussi, du côté de Total par exemple. Dans les bancaires, il y a eu des fortes disparités, par exemple Société Générale très bien reçue, et Crédit Agricole très mal reçu. Donc on a eu clairement des gagnants et des perdants, et c'est intéressant aussi de ne pas oublier que, au-delà des soubresauts de la géopolitique et de la politique commerciale américaine, il y a aussi des fondamentaux économiques, il y a aussi des entreprises qui sont plus ou moins bien gérées,
Alors évidemment, Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, est un exemple très positif d'excellente gestion, mais il y en a d'autres qui sont moins bien gérés aussi. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que dans le même contexte, il y a des entreprises qui réussissent et d'autres qui réussissent moins bien. Ça pose la question, à mon avis, un peu oubliée dans le ESG ces derniers trimestres, de la gouvernance, le G de gouvernance, qui pourrait être intéressant d'analyser pour comprendre pourquoi certaines entreprises y arrivent et pas d'autres. C'est sûr que dans le sillage du départ de la tête de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, on va peut-être parler un petit peu plus de gouvernance. Dans les sujets peut-être pas assez couverts ou pas assez traités, Gustave, ce matin, vous vouliez sonner un petit peu une alerte sur le private equity et peut-être une crise de liquidité dont on essaie de parler sur ce plateau assez régulièrement, qui est plus sévère peut-être que ce qu'on voudrait bien voir. Alors, pour l'instant, on n'est pas au stade de crise, mais en tout cas, il y a des signaux qui sont quand même des signaux d'alerte. Le private equity, le risque principal, d'ailleurs, quand on vous vend un produit de private equity, c'est le risque de liquidité associé. C'est-à-dire que contrairement à la bourse, vous ne pouvez pas vendre et acheter comme bon vous semble sur les marchés. Et en fait, cette liquidité, elle est assurée finalement par les nouveaux investisseurs qui vont rentrer et liquéfier le marché. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez 1000 milliards de dollars qui sont en attente de déploiement. 1000 milliards. Oui, 1000 milliards de dollars, c'est à peu près un tiers de l'ensemble des fonds de la planète. C'est ce qu'on appelle la dry powder. C'est la dry powder, mais c'est la dry powder en théorie. Pourquoi ? Parce que les gros investisseurs de private equity sont souvent dans ce qu'on appelle des programmes de private equity. Et donc, en fait, ils comptent sur les distributions passées pour financer les appels de fonds futurs. Non, ce n'est pas un schéma de Ponzi. Non, ce n'est pas un schéma de Ponzi, c'est la modélisation financière, mais il y a quand même une volonté d'accélérer le déploiement du capital et donc de maximiser ses intérêts. Or, en fait, de l'autre côté, vous avez un stock qui est vieillissant. C'est-à-dire que, historiquement, le stock de private equity en portefeuille, c'est à peu près 5,5 ans. Là, aujourd'hui, on est entre 7 et 8 ans sur le stock, parce qu'en fait, on ne trouve pas de contrepartie. Donc, il y a 1000 milliards de dry powder, et il y a derrière des sociétés qui ne trouvent pas de contrepartie. Donc, il y a probablement un mismatch entre l'offre et la demande, tout simplement. Des vendeurs qui ne sont pas prêts à faire des write-offs, donc à prendre des décotes, et des acheteurs qui, eux, veulent faire les bons coups. Et ça pose un vrai souci, y compris pour ceux qui sont les grands investisseurs institutionnels en private equity. On peut citer les fonds de pension. Fonds de pension danois, par exemple, et canadiens qui ont annoncé récemment qu'ils allaient suspendre ou alors geler leurs investissements en private equity aux États-Unis. Il y a 2 dimensions dans ce que je viens de dire, mais c'est important. La Chine qui suspend complètement aussi, le fonds de pension chinois qui suspend complètement ses investissements aux États-Unis, mais d'autres acteurs plus nationaux, comme l'Endowment Fund de Yale, l'université, qui est un des très gros, qui a mis en vente un portefeuille de 6 milliards de dollars sur, pour information, 8,2 souscrits mais pas encore appelés. Donc, on voit qu'il y a quand même une volonté de se désexposer au private equity. Ceci d'autant plus que les marchés financiers ayant corrigé, ça crée une exposition totale du portefeuille bien plus élevée. Typiquement, si Yale n'arrivait pas à faire cette cession, ils arriveraient à peu près à 55% du fonds investi en private equity. Donc, on voit qu'il y a une exposition qui est très, très forte et une volonté de vendre qui est aussi un marché qui tend à s'institutionnaliser. C'est ce qu'on appelle les marchés secondaires. Je crois que vous les avez largement commentés ici. Absolument. On voit en tout cas cette évolution du private equity qu'on a longtemps considéré comme une valeur, non pas sûre, mais une valeur refuge et des tensions qui s'accumulent. Vous avez souvent des questions, vous nous les adressez. On essaie évidemment d'y répondre au quotidien dans cette émission. Émission dans laquelle on est obligé de finir ce matin sur Warren Buffett qui quitte Berkshire Hathaway. Alors attention, il quitte son poste de CEO, ce qui ne veut pas dire qu'il disparaît tout à fait. D'abord parce qu'il a 2 héritiers en place, Greg Abbott, 62 ans, et puis son fils qui le remplacera à sa mort, littéralement. Je crois que c'est ce qui est prévu, en tout cas sur un poste dans le directoire ou le comité exécutif, quelque chose comme ça. Mathias, votre regard sur la disparition à la tête, en tant que CEO de Warren Buffett, ce sera plus pareil sans lui. Est-ce que vous en avez peur ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il va se retirer de l'avant-scène, je dirais à un moment où ses enseignements n'ont jamais été aussi utilisés, je pense, dans le monde. Donc, en essayant de prendre un peu de recul, ce que Warren Buffett nous apprend et ce qu'il nous laisse en héritage pour le très grand public, c'est d'abord l'importance de la patience en investissement et du long terme. Donc ça, c'est ce qu'il a vraiment clairement démontré,
puisqu'il est parti de rien, et qu'aujourd'hui, Berkshire Hathaway, c'est 1160 milliards de dollars, c'est 189 entreprises en activité, c'est 350 milliards de dollars de liquidités, donc une gestion exceptionnelle à très long terme. Je rappelle que Warren Buffett, c'est grosso modo quasiment le double du rendement du S&P 500 pour les actionnaires de Berkshire Hathaway, ce qui est très très rare. Donc le premier enseignement, c'est la patience. Le deuxième enseignement, c'est évidemment la diversification et l'importance de l'investissement passif pour les particuliers, pour le grand public. Il a clairement redonné ou donné ses lettres de noblesse aussi au stock picking. Donc c'est quelqu'un d'absolument inspirant, qui avait par ailleurs des valeurs très fortes et très clairement annoncées, de proximité, de simplicité, qui sont, je crois, toujours inspirantes à notre époque. Donc, de manière générale, c'est évidemment l'investisseur qui a le plus marqué les 50 dernières années dans le monde. Et c'est celui qui va, je l'espère, vraiment inspirer toute une génération de jeunes investisseurs. Ce qui est marrant, étant donné la différence d'âge, mais de faire les choses correctement, à long terme, en diversifiant, tranquillement. Et puis je crois que son message sur investissez dans ce que vous comprenez, qui a été mentionné déjà par Gustave, est essentiel. C'est quelque chose d'assez simple mais d'extrêmement puissant. C'est ça que je retiens, moi, de Warren Buffett. Oui, alors, ceci dit, ça vaut toujours le coup de lire sa biographie, n'est-ce pas ? La biographie qui fait référence, c'est celui par une femme, excusez-moi, son nom m'échappe, mais ça s'appelle Snowball. Il part de rien, oui et non, parce qu'il a quand même reçu une éducation familiale assez importante. Il a été, dès 10 ans, d'ailleurs, il était très très fort en maths, et ensuite, il a tout de suite eu des petits business dès ses 10-11 ans, je crois. C'est assez intéressant à écouter, à savoir. Votre regard, pour finir, Gustave, sur Warren Buffett, c'est un peu sa petite mort. Qu'est-ce que ça va être quand il va mourir ? Parce que là, on est déjà en train de tirer des non, il est pas mort. Et c'est là que c'est assez exceptionnel, en fait. C'est que faire une carrière comme il a fait, c'est incroyable. Mais la sortie qu'il fait, je trouve qu'on la commande pas assez. C'est exceptionnel. Parmi les 10 milliardaires les plus riches du monde, il y en a un seul qui gagne de l'argent en 2025, c'est lui. Donc il sort... Et en 2020 aussi, d'ailleurs. Oui, mais il sort dans un moment où c'est le seul milliardaire du top 10 mondial qui gagne de l'argent, et il laisse 350 milliards de dollars de liquidité à ses successeurs. Donc, page blanche, faites ce que vous voulez. Voilà où je laisse le business. Vous avez la possibilité d'écrire votre propre histoire. Voici le cash. Par ailleurs, moi, je suis le seul du top 10 à gagner de l'argent en 2025. Bon courage. Je trouve que la sortie est exceptionnelle et on ne le commande pas assez. Donc, effectivement, le parcours est inspirant et la sortie l'est d'autant plus. Donc, petite mort, mais départ en grande pompe surtout. Je pense que c'est ça que je retiendrai. Bon, voilà. Faites-vous votre avis, mais cultivez-vous sur Warren Buffett. La biographie dont je vous parle, ça s'appelle The Snowball. Voilà, la boule de neige de Alice Schroeder. Très bon livre à lire. Merci beaucoup, messieurs, pour ce décryptage.